De nos jours, tout le monde sait que les Caraïbes appartiennent au continent américain. Mais il y a un peu plus de 5 siècles, un homme reste persuadé toute sa vie qu'elle se situe en Asie de l'Est. Pourtant, au fur et à mesure de ses voyages et des découvertes du voisin portugais, tout semble lui montrer qu'il a découvert un nouveau continent. Donc il y a une question qui se pose. Pourquoi est-il resté persuadé toute sa vie d'avoir découvert un chemin menant à l'Asie de l'Est ? Pour y répondre, il faut qu'on remonte le temps jusqu'à l'adolescence de Christophe Colomb. Très tôt, il découvre le livre des merveilles de Marco Polo et développe une fascination pour la Chine et le Japon. La Chine, dans ce livre, est décrite comme si riche et puissante que la plus pauvre de ses villes est bien plus riche que la plus riche des villes européennes. Le Japon, lui, est décrit comme une île où chaque habitant possède une quantité d'or phénoménale. Si ça t'intéresse, on fera une vidéo sur l'obsession des Européens pour l'or, mais toujours est-il qu'à cette époque, comme la majorité des Européens, Christophe Colomb commence à rêver des richesses de l'Asie de l'Est. C'est en arrivant à la cour du Portugal qu'il découvre une théorie lui permettant de réaliser son rêve. Le géographe et astronome florentin Toscanelli propose de rejoindre la Chine, le Japon et les îles aux épices en passant par l'ouest. Et si Toscanelli peut avoir cette théorie, c'est pour deux raisons principalement. Premièrement, à son époque, on ignore totalement l'existence des Amériques. Deuxièmement, Toscanelli il est persuadé que l'Asie de l'Est elle est beaucoup plus grande que ce qu'elle est réellement. Et pour Christophe Colomb, ça c'est une opportunité en or cette théorie. Donc il va commencer à créer un dossier pour le présenter au roi du Portugal dans l'espoir que ce dernier finance son expédition. Et il se trouve que dans ce dossier-là, Christophe Colomb, en calculant la circonférence de la Terre, il fait une petite erreur qui l'a réduit de seulement 25%. Ce qui est absolument énorme, on est tout à fait d'accord, mais bon, voilà. Toujours est-il qu'en 1483, sa théorie est prête, et Christophe Colomb la présente au roi du Portugal, Jean III. Après réflexion, Jean III décide de ne pas financer l'expédition de Christophe Colomb. Pourtant, ce dernier va rester 2 ans de plus au Portugal jusqu'à la mort de sa femme. Par contre, lorsque sa femme elle meurt, il part vers l'Espagne dont l'unique objectif de trouver quelqu'un pour financer son expédition. Et une première opportunité se présente à lui en 1486, où il voit pour la première fois le roi et la reine d'Espagne. Ces derniers, il l'écoute, et après l'avoir écouté, il décide de créer une commission qui a pour objectif de définir la probabilité de réussite de l'expédition de Christophe Colomb. Ils vont prendre 3 ans pour lui rendre sa réponse, et à la fin de l'année 1490, Christophe Colomb reçoit enfin cette réponse. Non. Mais malgré ça, il va pas se décourager, il va recontacter le roi et la reine pour leur demander de changer d'avis. Il va aussi en même temps commencer à venir toquer à la porte des Français et des Anglais dans l'espoir que eux acceptent si l'Espagne n'accepte pas. Mais pourtant le temps il file et les poches de Christophe Colomb concrètement elles se vident et du coup ça commence à devenir vraiment tendu financièrement pour le Génois et il n'y a aucun résultat en contrepartie. Par chance il rencontre l'ancien confesseur d'Isabelle de Castille, la reine d'Espagne donc. Et directement il va lui raconter son projet. Et l'ancien prospecteur il est vraiment emballé à fond par le projet, du coup il écrit directement à la reine, ce qui fait que quelques mois plus tard Christophe Colomb il se retrouve convoqué à Santa Fe. Et rebelote, on remet en place la commission, sauf que cette fois-ci, Christophe Colomb il a un avantage qui va vraiment peser énormément dans la balance. Le nouveau confesseur de la reine d'Espagne, c'est son ami. Et il se trouve que c'est ce confesseur-là qui va convaincre la reine de financer et d'accepter l'expédition de Christophe Colomb. Donc là on pourrait se dire, c'est bon, il a eu ce qu'il voulait, il est content et tout. Sauf que non, bien sûr que non. Il en veut encore plus et il commence à vouloir imposer ses conditions. Être nommé amiral des mers océanes et que tous mes droits et privilèges soient transmissibles à mes descendants. Ensuite, je veux être nommé gouverneur général de toutes les terres, îles ou continents que je découvrirai avec le titre de vice-roi. Je veux en outre 10% de la valeur de toutes les richesses et biens ramenés des terres nouvellement découvertes. Peut-être que ça nous en dit un petit peu sur l'ego du mec. Ça c'est pas mon rôle, moi je raconte juste l'histoire, je te laisse toi te faire ton avis là-dessus. Mais du coup, vu que le mec il commence à vouloir imposer ses conditions à la seule personne de la planète qui est d'accord de croire en son projet, ça va pas passer. Il se fait recaler bien sûr. Et là pour ce qui va suivre, si t'as une info ou que tu sais quelque chose, j'ai rien trouvé, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément parce que je ne comprends pas pourquoi ils le reconvoquent et ils acceptent ses caprices cette fois-ci. Enfin, ses conditions, pour être plus correct. Le premier voyage. Le 3 août 1492, la Niña, la Pinta et la Santa Maria quittent Palos de la Frontera en direction des Canaries. Sauf que même pas 3 jours après leur départ, le gouvernail de la Pinta se brise. Christophe Colomb doit donc faire un choix. Soit réparer le gouvernail, soit changer de navire.
Et il se trouve qu'en arrivant à La Gomera, une île des Canaries, Christophe Colomb commence à échanger quelques politesses, quelques civilités avec la veuve du gouverneur de l'île. Est-ce que ça a influencé son choix final de réparer la Pinta plutôt que de la remplacer? Je sais pas, dis-moi ce que toi t'en penses. Mais toujours est-il qu'il va décider donc de rester un mois de plus à La Gomera pour faire réparer son navire. Le 6 septembre, la flotte reprend la mer. Sauf qu'11 jours plus tard, la panique prend les marins. Pourquoi ? Parce que la boussole n'indique plus le nord géographique. Et si la boussole fonctionne plus, ben c'est plus le Japon la destination, c'est la mort. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait qu'une boussole, ça indique le nord magnétique. Et que le nord magnétique, il n'est pas au même endroit que le nord géographique. Donc pour te repérer avec une boussole, il va falloir calculer l'angle entre le nord géographique et le nord magnétique. Sauf qu'en 1492, ils en ont aucune idée de ça. Donc, si la boussole fonctionne pas, c'est la mutinerie à coup sûr. Parce que les hommes, simplement, en fait, ils veulent juste sauver leur peau, donc rentrer à la maison. Et ça, Christophe Colomb, il n'en a pas envie. Donc il va devoir trouver une solution pour les convaincre que ça va, en fait. Et sa solution, ça va être complètement lunaire. Il va leur dire, non les gars, c'est pas la boussole qui indique plus le nord, c'est l'étoile polaire qui fait des petits mouvements de Zumba, là, hop, tac, tac. Il va falloir que je mette une petite musique de Zumba, sinon ça va être super gênant. Mais voilà, fait son petit mouvement de Zumba, là, l'étoile polaire. C'est la con. Ça lui permet de gagner suffisamment de temps pour que finalement la mutinerie elle éclate seulement le 10 octobre et qu'à ce moment-là, il puisse négocier avec les marins 4 jours pour trouver une terre, faute de quoi ils feront demi-tour. Coup de bol pour lui, durant la nuit du 11 au 12 octobre, eh bien ils atteignent l'île de San Salvador. La première rencontre avec les autochtones, elle se passe vraiment bien. Au point que Christophe Colomb, il écrive dans le journal de l'expédition que les locaux, ils sont extrêmement gentils, extrêmement polis et extrêmement accueillants. Quelques jours plus tard, en octobre toujours, Christophe Colomb, il arrive à Cuba, qu'il va décrire comme étant la plus belle île que les yeux humains n'aient jamais vue. Mais malgré ça, en fait, ils vont quand même reprendre la mer. Pourquoi ? Parce que ok, c'est cool, hein, les belles plages, les palmiers, pour eux aussi, ils kiffent, mais ils sont pas venus pour ça. Leur but, c'est de trouver la Chine et le Japon décrit par Marco Polo. Ils veulent les richesses de l'Asie de l'Est. Dans cette même optique, il y a le capitaine d'un des bateaux de colons qui entend parler d'une île sur laquelle il y aurait des richesses incommensurables. Et donc, là, tout simplement, il dit ça à personne et il se barre tout seul à la recherche des richesses. Ciao les losers. Et en échangeant avec les locaux de Cuba, Christophe Colomb il apprend l'existence d'un lieu nommé Cibao au centre de l'île d'Hispaniola. Et en entendant ce nom, dans la tête de Christophe Colomb, ça s'emballe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Cibao, il le comprend Cipango, qui est le nom donné par Marco Polo au Japon. Sauf que les rêves de Japon de Christophe Colomb vont brusquement prendre fin le 25 décembre à minuit. À ce moment-là, la Santa Maria s'échoue sur le récif corallien. Les Espagnols tentent tout pour sauver le navire, mais rien n'y fait. La caravelle est perdue corps et âme. Donc 39 hommes sont laissés sur le rivage. Avec les restes de la Santa Maria, on va leur créer un fortin qu'ils vont nommer la Navidad, Noël en français. Et avec cet événement se termine le premier voyage de Christophe Colomb, puisqu'il va faire demi-tour vers l'Espagne pour se faire financer un deuxième voyage et sauver les 39 hommes qu'il a dû laisser sur place. Le deuxième voyage. Le deuxième voyage prend des dimensions considérables. On parle quand même de 17 navires et plus de 1200 hommes et femmes qui quittent l'Espagne en direction de ce qui pense être l'Asie de l'Est. Désormais, l'objectif est clair. Explorer les terres, les coloniser et convertir les populations locales au catholicisme. 39 jours après avoir quitté l'Espagne, la flotte arrive au large de l'île de la Dominique. À ce moment, ils décident de remonter les petites et les grandes Antilles en direction de l'île d'Hispaniola. Sur place, au début de l'année 1494, Christophe Colomb fonde la première colonie européenne du Nouveau Monde qu'il nomme la Isabella en l'honneur de la reine d'Espagne. Très vite, les conditions de vie vont se détériorer énormément. De nombreux colons tombent malades et c'est pratiquement impossible de faire pousser quoi que ce soit. La situation est tellement mauvaise qu'au début du mois de février de cette même année, ils sont forcés d'envoyer 12 des 17 caravelles en Espagne afin d'espérer obtenir des vivres et des médicaments pour la colonie. Durant ce temps-là, Christophe Colomb lui va s'introduire plus profondément dans les terres afin de chercher de l'or. Sa recherche va durer de février à avril et il va revenir avec 9 kg d'or. Si ça peut peut-être nous paraître beaucoup,
Pour lui, à l'époque, c'est vraiment la catastrophe, parce que 9 kilos d'or, c'est extrêmement peu par rapport aux attentes de la couronne espagnole. Donc il n'a pas le choix, il doit reprendre la mer pour explorer les îles aux alentours afin de trouver plus d'or. Ce qu'il va faire en explorant l'île de Cuba, puis de la Jamaïque. Et à Cuba, Christophe Colomb va faire un move très intéressant. Le Génois va faire écrire comme quoi les îles qu'ils ont découvertes appartiennent bel et bien au continent asiatique et va forcer tous les marins présents à signer cette feuille-là pour attester qu'effectivement c'est bien le cas. Plus tard dans l'année, toujours en 1494, les conquistadors fondent la ville de la Concepción de la Vega, qui existe toujours en République dominicaine actuelle. À la base, cette ville elle a été fondée pour pouvoir administrer et extraire l'or de la mine de Pueblo de Viejo, qui jusqu'à présent était exploitée par les locaux. Et les locaux dans tout ça, ils commencent à avoir des relations de plus en plus tendues et de plus en plus mauvaises avec les conquistadors. Au point qu'en avril de l'année 1495, une confrontation éclate entre conquistadors et une coalition de populations autochtones à la bataille de Vega Real. L'affrontement se solde par une victoire décisive des Espagnols qui marque la fin de l'autonomie des peuples locaux. En juin 1496, Christophe Colomb rentre en Espagne. Avec lui, il prend plus de 500 hommes et femmes capturés à des populations locales qui le vendent comme esclaves en Espagne. Sauf que la reine, elle apprend ça, et elle est absolument contre l'esclavagisme. Donc elle va faire libérer ces hommes et ces femmes, ce qui va marquer d'après certains historiens le début de la dégringolade relationnelle entre la couronne d'Espagne et Christophe Colomb. Maintenant que son deuxième voyage est terminé, on peut faire le bilan de ce voyage. Et ce bilan-là, il est catastrophique. On voit que les colons de la Isabela et la Concepción de la Vega survivent plus qu'autre chose, ou tentent de survivre plus que de faire autre chose. Au niveau de l'or, des richesses attendues, on est à des années-lumière, on est sur 9 kg. Et pour que tu puisses te rendre compte, 9 kg d'or, ça rembourse même pas la moitié de la première expédition. Première expédition qui comptait seulement 3 caravelles et 90 hommes. Donc je te laisse imaginer qu'est-ce qu'il en est de la deuxième expédition. Mais du coup, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'ils ont financé un troisième voyage à Christophe Colomb ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'au moment où Christophe Colomb il rentre en Europe, l'Espagne est en guerre contre la France. Et Christophe Colomb, lui, veut seulement repartir. Le reste, il s'en fiche. Ce qu'il importe, c'est repartir directement pour continuer d'explorer cette fameuse Asie qu'il aurait trouvée. Donc, vu qu'il sait que c'est des flops ces deux premières expéditions, il va contacter aussi la France et l'Angleterre pour espérer qu'ils soient un peu moins au courant de ça et qu'ils soient d'accord de financer son expédition. Mais pour l'Espagne qui est en guerre avec la France, c'est hors de question de laisser Christophe Colomb, qui connaît quand même énormément d'informations sur le fonctionnement et de la royauté et de l'Espagne en elle-même, s'engager avec l'ennemi. Donc on a meilleur temps de lui refinancer une expédition comme ça. On le pousse un peu plus loin et c'est plus un problème. Deuxièmement, 2 ans avant son retour, en 1494, l'Espagne signe le traité de Tordesillas avec le Portugal. Sauf que le Portugal, ils ont des retours sur investissement, puisqu'en 1488, on découvre le cap de Bonne-Espérance et depuis on se rapproche de plus en plus des Indes. Donc le temps presse en fait pour la couronne espagnole. Il faut rapidement trouver ce chemin vers les Indes avant le voisin portugais, parce que comme ça, on pourra compenser les pertes financières des 2 premiers voyages, plus financer la guerre contre la France. Donc on peut dire que le roi et la reine subissent le phénomène du sunk cost. Si tu sais pas ce que c'est, j'en ai fait une vidéo, je te laisse cliquer là. Du coup finalement, la meilleure opportunité qu'ils ont, et la seule opportunité viable qu'ils ont, c'est de renvoyer Christophe Colomb pour un troisième voyage. Le troisième voyage. Le 30 mai 1498, la flotte quitte l'Espagne. Christophe Colomb choisit de passer par Madère, puis par le Cap Vert afin d'éviter les flottes françaises. Le 31 juillet, la flotte arrive au large de l'île de la Trinidad, faisant ainsi de Christophe Colomb le premier Européen à atteindre l'Amérique du Sud. Et à ce moment, il écrit comme quoi il a découvert des terres inconnues des Européens. Puis quelques temps plus tard, il revient dessus pour dire que finalement, ces terres, elles appartiennent bel et bien à l'Asie de l'Est. Quelques semaines plus tard, Christophe Colomb arrive sur l'île d'Hispaniola. Les colons sont vraiment pas contents de le voir arriver, et on peut les comprendre. Il leur avait quand même promis richesse, prospérité et abondance. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont eu ? Misère et maladie. Donc il y a des tensions plutôt importantes qui vont se révéler entre le Génois et les colons qui sont sous son autorité. À ce moment de l'histoire, Christophe Colomb, qui est fatigué et malade, va envoyer 2 caravelles en Espagne afin d'obtenir l'aide d'un commissaire royal pour gouverner. Sauf que ce qu'il sait pas, c'est qu'en Espagne, on sait déjà que les colons le trouvent tyrannique,
qu'il utilise la torture sur certains des colons pour mieux gouverner, et qu'il est accusé de mauvaise gestion, en plus d'avoir esclavagisé certains locaux. Donc le commissaire royal qui arrive à Hispaniola en 1500, il n'est pas là pour l'aider à gouverner, il est là pour gouverner à la place de Christophe Colomb et enquêter sur ce dernier. Et il se trouve que Christophe Colomb va être coupable de tous ces faits qui lui sont accusés, puisque quelques temps à peine après l'arrivée du commissaire, le Génois se fait arrêter, mettre dans un bateau, et zou va t'expliquer en Espagne avec le roi et la reine. Arrivé en Espagne, il est jugé et il est reconnu coupable effectivement de mauvaise gestion, de torture, d'esclavagisme, etc. Mais pourtant, on décide quand même de le libérer, on lui rend ses biens, et on lui dit « Tu vas partir pour un 4e voyage ». Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Par contre cette fois-ci, c'est hors de question que tu mettes un pied sur l'île d'Hispaniola. Petit aparté, dans cette vidéo on va pas parler en détail de comment il administrait les colonies espagnoles, ni du traitement réservé aux indigènes. Mais si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et on fera une vidéo spécifiquement dédiée à comment les conquistadors traitaient les indigènes. Le 4e voyage. L'objectif du 4e et dernier voyage de Christophe Colomb est simple. Atteindre les Moluques avant Vasco de Gama et le Portugal. Et le temps presse puisqu'en 1498, les Portugais ont d'ores et déjà atteint l'Inde. Et le 15 juin, il arrive dans les Caraïbes. À ce moment-là, il décide de se pointer dans le port de Saint-Domingue. Sauf que les colons, quand ils le voient y arriver, ils savent que la reine, elle lui a formellement interdit de mettre les pieds sur l'île. Donc leur réaction, c'était à peu près ça. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Du coup, la flotte de Christophe Colomb reprend la mer et continue son voyage vers l'ouest et commence à longer la côte du Panama jusqu'à arriver dans la baie de Chiriquí. À ce moment-là, ils vont rencontrer des autochtones qui vont leur dire « Ouais, on connaît un passage à quelques jours de navigation d'ici où vous pouvez en 12 jours atteindre la mer de l'autre côté des terres. » Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont reprendre la mer et ils vont aller à peu près jusqu'à l'emplacement du canal de Panama actuel. À ce moment-là, les Espagnols ils vont donc quitter leur navire et commencer à traverser à pied pour rejoindre la mer de l'autre côté des terres. Sauf qu'au moment où ils doivent vraiment s'enfoncer dans la forêt tropicale, Christophe Colomb il décide de faire demi-tour. Parce que pour lui, c'est trop dangereux d'emmener ces hommes si loin en territoire hostile. Ils vont donc reprendre la mer pour aller un peu plus à l'ouest, où ils ont appris des autochtones qu'il existerait un lieu regorgeant d'or. À cet endroit-là, ils fondent donc la ville de Santa Maria de Belén et commencent à exploiter les ressources locales, donc à chercher de l'or et en même temps à convertir les populations locales qui les avaient laissés s'installer. Sauf que les locaux, au bout d'un moment, ils vont en avoir, mais plus que ras-le-bol, de voir les Européens piller sans cesse leurs ressources et d'essayer de les convertir au christianisme. Donc ils vont attaquer la ville de Santa Maria de Belén, forçant les Européens à battre en retraite et à reprendre la mer. Dans sa fuite, la flotte se rend compte d'une chose. Les navires sont en train de couler. Donc pas de souci, on va demander aux mecs qui ont été formés pour réparer les navires de combler les trous et comme ça on peut fuir jusqu'à l'île d'Hispaniola. Sauf que tous les mecs qui sont capables de réparer le navire, ils ont été tués dans l'affrontement avec les autochtones. Du coup, on se retrouve avec une flotte espagnole qui est en train de couler petit à petit au milieu des Caraïbes. Par chance, ils arrivent jusqu'à une plage de la Jamaïque avant que leur navire ne coule. Sauf que la situation pour les Européens, elle est désespérée. Ça fait plus de 8 ans qu'aucun navire n'a navigué vers les côtes de la Jamaïque. Donc, Christophe Colomb, il va aller vers son script et il lui dit « Écoute, tu vas prendre ce canoë et tu vas pagayer jusqu'à arriver à l'île d'Hispaniola. Là-bas, tu vas leur expliquer notre situation, tu vas prendre une caravelle et revenir nous sauver. » C'est ce qu'il fait, donc il se met dans son canoë, il pagaye non-stop pendant 5 jours jusqu'à arriver sur l'île d'Hispaniola. Sauf qu'à ce moment-là, les Espagnols, ils sont en conflit ouvert avec les autochtones. Donc Christophe Colomb, c'est pas vraiment leur priorité. Plus de ça, si tu te souviens bien, Christophe Colomb, c'est quand même le mec à l'origine qui est responsable de tout le bordel qui se passe sur Hispaniola. C'est lui qui leur a dit « Non mais venez, ça va être vraiment cool, c'est super prospère, riche, la vie elle y est méga simple, ça va être trop bien. » Et en réalité, ils ont eu quoi? Des maladies, un climat qui est vraiment pas à tendre avec eux, qu'ils ont pas du tout l'habitude, donc qui est super difficile. Et en plus, ils sont souvent en conflit avec les autochtones. Autant dire que le Christophe Colomb, là, le Génois,
eh ben il va pouvoir attendre qu'on l'aide. Et ils vont le faire attendre 8 mois. Au bout de 8 mois, ils vont finalement envoyer une caravelle qui va venir les prendre. Et là, à ce moment-là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais ils font 45 jours pour rejoindre l'île d'Hispaniola. Comparaison, ils ont fait 33 jours pour traverser l'Atlantique. Toujours est-il que le 4e et dernier voyage de Christophe Colomb prend fin à ce moment lorsqu'ils arrivent sur l'île d'Hispaniola. 2 ans plus tard, le Génois s'éteint et avec lui, la croyance d'avoir découvert un chemin menant à l'Asie de l'Est. Pourquoi est-il resté persuadé toute sa vie d'avoir trouvé un chemin menant à l'Asie de l'Est ? Ce qui est intéressant dans cette conviction, c'est que dès son premier voyage, on a des doutes sur la véracité de sa découverte. En fait, on connaît les récits antiques qui avaient déjà estimé la taille de la Terre. Et on sait que c'est une sphère. Donc globalement, tout le monde est au courant que Christophe Colomb s'est complètement planté dans ses calculs. En plus de ça, en 1502, on a le navigateur Amerigo Vespucci qui arrive avec les preuves comme quoi Christophe Colomb a bel et bien découvert un nouveau continent et non pas une route vers l'Asie de l'Est. Ce qui fait que toute l'Europe, la colonie d'Hispaniola et même Christophe Colomb étaient au courant que les Caraïbes n'appartiennent pas à l'Asie de l'Est. Et malgré tout ça, le Génois il ne change pas d'avis. Finalement, la question c'est pourquoi est-ce qu'il refuse d'accepter son tort ? J'ai posé cette question à Google et sa réponse c'est simplement car il était persuadé que la Terre était plus petite que ce qu'elle l'est réellement. En gros, il s'est trompé dans ses calculs quoi. Sauf que cette réponse, elle est beaucoup trop simpliste. Il y a forcément quelque chose d'autre. Tu peux pas... ok, il s'est trompé dans ses calculs certes, mais si c'était que ça, il aurait dû accepter qu'il s'est trompé et que les preuves des autres sont irréfutables. Donc il y a quelque chose de plus profond. Et pour trouver ça, faut qu'on prenne un peu de recul et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui est réellement en jeu pour Christophe Colomb avec cette découverte des Caraïbes. Pour petit rappel, Christophe Colomb, il a galéré pour trouver quelqu'un qui est d'accord de financer son voyage. Et quand finalement il trouve quelqu'un, il est en mesure en plus de négocier pour lui et toute sa descendance la gestion et un rôle de gouvernance des terres nouvelles en Asie et 10% des revenus commerciaux. Je sais pas si on se rend compte à quel point ce deal, c'est une folie pour lui. Pour tous ceux qui disent mettre la daronne à l'abri, Christophe Colomb, c'est bien plus que la daronne qui met à l'abri s'il a vraiment trouvé un chemin vers l'Asie. Donc en fait, reconnaître qu'ils sont pas en Asie les territoires, les îles qu'il a découvertes, c'est reconnaître que toutes ces promesses qu'on lui a fait, tous ces gains qu'il est censé avoir, on les met à la poubelle et il a plus rien de tout ça. Et c'est hors de question, c'est humainement pas possible d'accepter ça. Donc il a pas le choix, il va devoir trouver un moyen de justifier, de se convaincre lui-même et les autres que c'est bel et bien des territoires asiatiques qu'il a découverts. Pour ce faire, il va utiliser consciemment ou non ce qu'on appelle en psychologie un biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est simplement le fait de faire attention, de noter uniquement les éléments qui vont venir nous conforter, qui vont venir confirmer nos idées préexistantes, nos opinions préexistantes, et de la même manière, mettre de côté, exclure tous les éléments qui viendraient invalider nos croyances. Du coup, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on regarde pratiquement qu'est-ce que ça donne du côté de Christophe Colomb. Premièrement, il va falloir qu'il rationalise les différences entre ce qu'il voit et ce qu'il a lu dans les récits de Marco Polo. Donc là où Marco Polo, il décrit d'énormes comptoirs commerciaux riches et prospères, Christophe Colomb, lui, il voit quoi ? Des villages de différentes tailles qui sont pas si prospères que ça, où il n'y a pas tant d'or que ça. Donc, comment est-ce qu'on rationalise ça ? Eh bien, la manière que Christophe Colomb, il a eu de rationaliser ça, c'est de se dire, en fait, les îles que j'ai découvertes, elles sont encore plus à l'est que le Japon. Et du coup, en fait, c'est des prémices, si on veut, et c'est normal qu'elles soient pas si riches que ça, vu qu'elles sont plus à l'est, et plus on va se rapprocher du Japon, plus on va découvrir des îles riches. Et deuxièmement, en Europe, à cette époque-là, on connaît très très peu de l'Asie de l'Est. Donc potentiellement que le simple fait de trouver de l'or et des indigènes qui pourraient ressembler de près ou de loin à ce que Marco Polo a décrit, peut suffire pour se dire, oui, c'est bon, on est bel et bien arrivé dans l'Asie de l'Est décrite par Marco Polo. Et finalement, toujours en restant dans cette même dynamique, le Génois, il va entendre ce qu'il a envie d'entendre. C'est-à-dire que lorsque des indigènes lui parlent de terres prospères avec beaucoup d'or,
eh bien dans sa tête, terre prospère et beaucoup d'or, ça va directement faire le lien avec le Japon et la Chine de Marco Polo. Donc si on peut penser en fait que ce phénomène-là il touche que Christophe Colomb, bah c'est faux. C'est un phénomène psychologique qui va toucher tout le monde à n'importe quel moment de notre vie pour des éléments différents. Je pense que c'est très important de le mettre en lumière, de s'en rendre compte toutes et tous, surtout dans une situation où on devient de plus en plus polarisé politiquement, de moins en moins tolérant, et que toutes les informations qui viennent invalider notre façon de penser, notre vision du monde, on a tendance à les mettre de côté. Donc c'est intéressant de se rendre compte de ça, histoire d'arrêter de mettre de côté ces informations, d'enlever les œillères qu'on a qui nous font voir le monde que d'une seule manière, pour peut-être se dépolariser. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que t'as kiffé. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo YouTube, mais avant, sur des plus courts formats, sur TikTok, Instagram et YouTube Short. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner si ça t'a plu. Sur ce, nous on se voit la prochaine fois. Ciao ciao, des bisous, prends soin de toi.